Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient de la République centrafricaine, ancien ministre, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ancien candidat à l'élection présidentielle. Il est aujourd'hui député et président du PCDI, le Parti centrafricain pour le développement intégré. Monsieur Timoléon Baïkoua, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Babilas. L'actualité dans votre pays, la Centrafrique, c'est le démantèlement des bases et barrières détenues par les groupes armés qui opèrent sur plus de 80% du territoire centrafricain. Alors, quel est votre regard sur ce démantèlement qui a commencé? Effectivement, après la signature de l'accord de Khartoum, l'un des volets qui revenait en ce qui concerne les engagements aux groupes armés, c'était de démanteler les bases, les barrières qu'ils ont érigées dans les différentes voies et rues. Malheureusement, je pense que la situation aujourd'hui est mitigée parce que selon les informations que nous avons, il n'y a véritablement pas de démantèlement. Souvent, ce qui se passe, c'est que les barrières sont levées au point A et remis automatiquement au point B. Donc, globalement, je pense que la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé, pourtant on a annoncé à grande pompe ce démantèlement et apparemment les groupes rebelles même ont accepté quand même le principe. Alors pourquoi ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui? Justement, c'est ce qui nous interpelle, parce qu'il y a eu un engagement ferme de la part du gouvernement et également des groupes armés. Et au lendemain de la signature de ces accords, je pense que beaucoup de gens ont apprécié cela et ont souhaité que cela puisse aboutir parce que le peuple centrafricain a tellement souffert. Mais nous assistons aujourd'hui, à mon avis, à une duplicité, à une hypocrisie de la part des groupes armés qui véritablement ne sont pas vraiment engagés définitivement pour que la paix revienne dans notre pays. Donc vous voulez dire que l'accord signé à grande pompe à Addis Abeba, où on a dit pour une fois tous les acteurs se sont engagés pour qu'on aille de l'avant maintenant, que c'est du leur complètement? Écoutez, ça ne vient pas de moi. Vous savez, il y a un mois de cela, le nouveau représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui est en Centrafrique, a fait une déclaration aux Nations Unies pour dire qu'à 80%, les groupes armés ne suivent pas leur engagement. Donc c'est des gens du terrain qui le disent, c'est la MINUSCA, c'est les Nations Unies, qui sont les modérateurs de cet accord entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain. D'abord par rapport à cet accord-là, posons-nous un peu de questions, parce que c'est le 8e accord du genre. On s'est demandé de même quelle est l'originalité de cet accord, pourquoi on devrait croire en cet accord par rapport aux autres qui ont échoué? À mon avis, je vois qu'il y a deux points essentiels qui marquent une certaine différence avec les autres accords. D'abord, c'est l'engagement, je dirais, dans sa globalité de la communauté internationale. Ça a été un accord qui a été, je dirais, poussé, préparé. Le chef de l'État, le gouvernement centrafricain a été, je dirais, mis devant un canevas de travail, de négociation. Et ensuite, le gouvernement s'en est imprégné. Le seul inconvénient que moi j'ai constaté, c'est que les partis politiques, les acteurs politiques du pays, et également la société civile n'avaient pas été associés à cela. Et donc c'était un risque. Et aujourd'hui, nous voyons un peu les conséquences. Donc je dirais que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur cet accord-là, il y a quand même des exigences. C'est-à-dire qu'on demande, c'est-à-dire qu'il y a un article qui prévoit la sanction. En cas de non-respect. Voilà, en cas de non-respect, il y avait une sanction. Donc ça, c'est déjà très important. Eh bien, malheureusement, avec ces deux points importants, nous voyons que les choses n'avancent pas. Mais vous savez, mon point de vue là-dessus est clair. Le parti PCDI que je dirige a toujours considéré, même si nous n'avons pas été associés à l'élaboration de cet accord, mais les partis politiques n'avaient pas été associés. Oui. L'Assemblée nationale, pas du tout également. Nous étions tous des acteurs, des observateurs. Oui. Donc il est difficile vraiment de s'imprégner du contenu ou de ce qui n'a pas été dit. Parce que vous savez, dans les accords, dans les négociations... Il y a des non-dits. Dans tous les accords, il y a des non-dits. Vous savez que, si vous vous rappelez, quand on était à Khartoum, à un moment donné, il y a eu un blocage. Oui, et puis le lendemain, ça a été débloqué. Qu'est-ce qui a fait qu'on a débloqué la situation? Ça, on ne l'a pas dit. Donc, c'est l'occasion de le savoir. Oui, ben, pour l'instant, ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit. Ce que nous savons, et c'est que, pour nous, les partis politiques, le PCDI particulièrement,
Pour moi, c'est un accord qui a pour objet d'amener la paix. Nous recherchons tous la paix. L'intention était bonne. L'intention est bonne. Oui. Donc moi, je suis dans l'esprit et non à la lettre. L'esprit, c'est la paix. C'est bien d'avoir l'esprit. Voilà. Mais la lettre, la lettre, elle n'est pas parfaite. Oui. Ça, c'est clair, elle n'est pas parfaite comme tout document. Mais pourquoi est-ce que vous n'aviez pas dénoncé cela à l'époque? Parce que tout le monde était d'accord, on a l'impression que c'était vraiment inclusif et que tout le monde a été consulté et qu'il n'y avait plus de points de désaccord, en tout cas pour ce qui concerne les partis politiques et les institutions. Non, mais le chef de l'État, avant d'aller à Khartoum, a réuni les partis politiques, oui. La société civile. Et il a clairement dit que je vous informe que le réel accord de Khartoum, mais vous y serez en tant qu'observateur. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons que prendre acte de ce qui a été fait entre le gouvernement. Quand bien même vous trouviez des points quand même négatifs que vous avez bien sûr. Mais nous, à l'époque, nous avons déjà relevé cela en disant attention, il ne faut pas que cela soit un face-à-face entre le gouvernement et les groupes armés. On ne peut pas essayer d'avoir des accords de ce type en écartant les acteurs principaux de la vie politique que sont les partis politiques. Mais est-ce que ce n'était pas plus pertinent qu'à l'époque vous dénonciez cela et que vous refusiez de participer à cet accord-là? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a échec, on n'entend plus qu'il y avait telle chose avant dont on avait parlé. Vous aurez pu marquer votre désaccord à l'époque et les points que vous souleviez aujourd'hui, vous aurez dit, mis ça au goût du jour en son temps pour que l'on les prenne en compte, non? On aurait pu dire aussi que les partis politiques étaient contre la paix. Vous savez, donc je crois que c'est quelque chose qui a été préparé, sérieusement préparé de longue date par la communauté internationale, le gouvernement également. Donc nous ne pouvons pas nous opposer à cela. Nous avons dit que, étant donné que nous avons été des acteurs, je dirais, passifs, mais nous espérions que cet accord pouvait nous amener à la paix. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que chacun de nous essaye de pousser et de faire en sorte que la paix revienne dans notre pays rapidement. Vous étiez convaincu quand même. Bon, aujourd'hui, nous avons le droit à la critique. C'est vrai parce que on peut le critiquer après, et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que d'ailleurs je déplore, parce que voyez-vous aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec ces imperfections que nous constatons sur le terrain, eh bien, il y a un groupe, une plateforme qui a été mise en place pour contester un peu l'accord de Khartoum. Mais on empêche, parce que cette plateforme est constituée de partis politiques, dont je n'en fais pas partie, des partis politiques, de la société civile, et des associations politiques et civiles. Mais qui conteste quoi aujourd'hui concrètement, cette plateforme-là? La plateforme conteste le fait que les places au gouvernement aient été données aux groupes armés. Parce que dans notre constitution, qui a été votée en 2016, il est écrit noir et blanc que des personnes qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir par la force ne peuvent pas appartenir à un gouvernement. Ça, c'est clair. Et à partir de ce moment-là, on a vu que l'accord de Khartoum a prévu la rentrée au gouvernement ou dans des postes de responsabilité politique et civile des chefs de groupes armés. Et donc, cet ensemble de partis politiques qui sont constitués ont relevé l'inconstitutionnalité de ce décret-là. Et a demandé au chef de l'État tout simplement de le retirer. Voilà le problème du discours. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les acteurs qui n'auraient pas observé leur rôle dans l'application de l'accord. Mais on en voit aujourd'hui. Est-ce que les sanctions sont déjà appliquées pour les groupes qui ne respecteraient pas cela? À mon point de vue, rien n'a été appliqué pour l'instant. Parce que quelques jours, je dirais quelques semaines après cet accord, vous vous souvenez, il y a eu un massacre perpétré vers la région de Pawa, où une quarantaine de villageois ont été massacrés. Aujourd'hui, les responsables courent toujours. 3 éléments appartenant au groupe de Sidiki ont été interpellés, mais on n'est pas sûr que ce soit véritablement les vrais acteurs de ce massacre. Mais nous aurions voulu que dans ce moment-là, le gouvernement et la MINUSCA, les Nations Unies, profitent de cette situation pour marquer le coup, en arrêtant tout simplement M. Sidiki. Cela n'a pas été fait. Et donc cette faiblesse est une lecture donnée dans le mauvais sens aux groupes armés. Et c'est pour cela que nous constatons aujourd'hui l'inapplicabilité de ces accords-là, de ces points de ces accords sur le terrain. Monsieur Timoléon Baïkoua, outre ces réserves que vous émettez, on sent quand même que le pouvoir central est dépourvu quand même de puissance
avec l'arrivée des groupes rebelles? Est-ce qu'en voulant nécessairement la paix, est-ce qu'on n'a pas donné trop, on n'a pas fragilisé le pouvoir de l'exécutif? C'est la question que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs.